Nous vous l'avons annoncé depuis le début, depuis 9 heures. Tout est parti de l'ambition du gouvernement de lever 5 000 milliards de francs guinéens pour financer les infrastructures. Une démarche inédite, entreprise auprès donc des banques, les 19 banques primaires établies sur le sol guinéen. Dans la foulée des commentaires autour de cette actualité, de nouveaux débats ont émergé. Ils s'étendent désormais à l'indépendance de la Banque centrale, au recours à la planche à billets et à bien d'autres thèmes majeurs de l'économie contemporaine. Des thèmes qui voient émerger deux courants qui, en toute responsabilité et courtoisie, ont accepté de confronter leur point de vue ce matin dans les GG. Deux blocs d'économistes pour ce débat. Ils sont déjà installés dans notre studio. Mara, est-ce que vous pouvez aider à activer leur micro? Oui, vous appuyez le on. Voilà, encore. Oui, bon, d'accord. Voilà, ça marche. Et donc, je le disais. Et en premier, nous avons Amadou Mokhtar Diallo. Il est politique, mais économiste aussi. Il est l'instigateur de ce débat. Pour être clair, monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Vous ne serez pas seul dans ce, j'appelle ça le bloc. Vous ne serez pas seul dans ce bloc. Vous serez accompagné par un autre économiste, monsieur Mamadi Sita Keïta. Il est avec nous. Bonjour, monsieur Keïta. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Voilà, on espère un débat courtois, responsable et fair-play. Et de l'autre camp qui est face à vous, on verra quelles sont les tendances, les courants qu'ils défendent. Il est constitué de Abdoulaye Guirassy, que nous avons d'ailleurs déjà reçu ici. Monsieur Guirassy, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Très bien, bienvenue, vous êtes tout bien habillés, tous les quatre ce matin. Et on va terminer avec vous. Vous formez un duo avec monsieur Guirassy, Mamadi Condé, tout aussi économiste. Tirez le micro, s'il vous plaît, et vous pourrez vous le tirer vers vous, carrément. Encore une fois, voilà. Bonjour, monsieur Condé. Bonjour. Très bien. Et bonjour à tous. Le débat donc, nous le voudrons thématiser et égalitaire en termes de partage de temps. Chaque parti aura un temps égal de s'exprimer, de déployer son argumentaire sur ces positions-là. Et donc, pour conduire ce débat, vous le voyez déjà, il y aura Jacques qui est là d'un côté et Mohamed Mara de l'autre côté. Vous, auditeurs et téléspectateurs de Espace FM et TV, vous pouvez réagir à cette émission, partager vos questions. Sidji reviendra dès 11 h pour les partager avec nos invités. La première question, la toute première question, ce sera à vous, Mohamed Mara. Alors, bonjour, chers messieurs. Cet exercice, sauf erreur de ma part, il est le premier avec une telle envergure, je pense, sur les médias guinéens. Nous nous lamentons souvent, nous les journalistes, c'est peut-être aussi notre faute, mais nous nous plaignons généralement que les intellectuels refusent de prendre la parole. Et pour cela, malheureusement, en désertant l'espace public, vous laissez forcément cet espace à moins valeureux que vous, et par conséquent, les débats deviennent soit souterrains ou en tout cas d'un niveau assez bas. Merci vraiment d'avoir accepté de sortir de vos zones de confort pour mettre à la disposition du public votre savoir. Nous savons que ce n'est pas une académie ici, mais nous vous encourageons à beaucoup de pédagogie parce que c'est pour le grand public, donc pas forcément tous des initiés. Merci donc de vous être pliés à cet exercice. Alors, nous allons partir pour la première question. Nous allons parler de l'indépendance de la Banque centrale de la République de Guinée vis-à-vis, j'ai envie de dire, de la présidence, parce que statutairement, c'est là, mais du gouvernement. Alors, oui ou non, vous êtes d'accord que cette indépendance doit exister? Très bien. Faut-il parler d'indépendance? Très bien. La question de Mohamed Mara sur le oui ou le non sera donc le deuxième pan de votre réponse. Vous allez chacun avoir 1 minute, rapidement faire le tour des quatre, pour répondre à cette question. C'est quoi finalement, quand on parle d'indépendance de la Banque centrale? De quoi parle-t-on? On commence avec vous, monsieur Diallo. Ok. Quand on parle de l'indépendance de la Banque centrale, vous savez, je dirais, le siècle passé, il y a eu 2 arnaques du siècle passé. C'est l'indépendance de la Banque centrale et les grandes gueules. Il reviendra.
comme je vous ai dit, moi j'ai assisté. Que suppose l'indépendance de la Banque centrale? L'indépendance de la banque, Liminairement. En 65. Liminairement. c'est de dire qu'elle est indépendante, du pouvoir public. Et que la création monétaire, qui est un pouvoir exorbitant, ne lui est plus dévolue. S'il doit y faire face, s'il doit y faire recours, il faut absolument qu'il utilise des stratagèmes. Vous comprenez? C'est ce qui se passe dans les économies mondiales, dans les grandes économies. Très bien. En faisant la planche à billets, ils utilisent des méthodes non conventionnelles qu'on appelle quantitative easing, l'assouplissement quantitatif. D'accord. Mais les grands économistes, si vous les écoutez, vous verrez qu'ils sont arrivés à expliquer que ce n'est ni plus ni moins que de la planche à billets. Ouais, mais ils ne peuvent pas défendre ça chez nous parce qu'ils ont des programmes formels avec nous, avec les institutions. Il faut absolument trouver d'autres termes pour pouvoir faire passer la pilule. Très bien. On va donc avec vous, Monsieur Keïta. Indépendance de la Banque centrale, Oui. qu'est-ce qu'on dit quand on dit cela? Ok, merci bien. Avant de venir sur ce sujet, j'aimerais faire deux précisions. La première précision, c'est que je ne suis pas venu dans ce studio aujourd'hui pour me mettre dans l'optique d'un camp face à l'autre. D'accord, d'accord. J'ai suivi ces messieurs-là sur le sujet et il faut reconnaître qu'il y a des points. Que vous partagez? Oui, il y a beaucoup de points d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Et que Les grandes gueules. Également, je partage beaucoup de points avec lui, même si il y a des points que je ne partage pas avec lui. D'accord. Voilà, donc pour moi, c'est pas. C'est une complémentarité. C'est clair. D'accord. Alors, à la question, qu'est-ce que vous entendez par indépendance de la Banque centrale? Deuxièmement, oui, allez-y, allez-y. J'en viens. Dans votre introduction, vous avez dit qu'il faut que les intéressés acceptent de sortir de leur zone de confort. Effectivement, on peut penser comme ça. Moi, tout ce temps, j'ai toujours cherché à intervenir sur les grandes gueules. Je n'ai pas eu la possibilité. Ah, donc, il y avait besoin de faire cette précision. désolé pour ça. Prochainement, on a mis un visage sur votre nom. Allez-y. Voilà. Alors, l'indépendance de la Banque centrale signifie en réalité qu'il faut éviter qu'il y ait une collision entre les autorités publiques et la Banque centrale. À savoir que la Banque centrale doit être libre d'initier sa politique monétaire dans l'optique de réguler l'offre de monnaie de façon à ce que ça corresponde à une demande de monnaie dans une situation où on maîtrise à la fois l'inflation et on évite la déflation. D'accord. Ça veut dire que la Banque centrale doit agir de son côté et puis les autorités de l'autre côté, le gouvernement, agit. La nécessité pour ceux qui soutiennent ça, et je ne suis pas nécessairement contre ça, c'est que ça évite que le laxisme. Parce que si c'est vous qui créez ou décidez de la création monétaire et vous utilisez pour financer les projets... Justement, on viendra tout à l'heure aux avantages et aux inconvénients. Tout à l'heure. Voilà. Mais on voulait d'abord avoir une idée, grosso modo, et c'est assez complémentaire entre vous. Je veux donc qu'on termine avec vous sur la même question, Monsieur Condé. On va enchaîner avec vous. Vous pouvez tirer votre... Pas pour compléter. Comment on devrait entendre sa compréhension de l'indépendance de la Banque centrale. C'est le pouvoir de dire non à l'État? C'est quoi? Merci pour l'opportunité. Vous pouvez simplement comprendre que l'indépendance d'une banque centrale peut s'exprimer essentiellement par les objectifs qui sont fixés à cette banque centrale. Dans la mise en œuvre d'une politique économique dans un pays, il y a essentiellement les instruments que les États utilisent. Parmi ces instruments-là, vous avez à la fois la banque centrale qui représente les autorités monétaires, qui consiste à mener efficacement une politique économique pour pouvoir permettre en sorte que la maîtrise des prix soit au rendez-vous. Quand vous prenez par exemple la politique budgétaire, elle est assurée par le ministère de l'économie et des finances. L'indépendance d'une banque centrale alors va consister à faire en sorte que la mise en œuvre de la politique monétaire ne soit pas, n'est-ce pas, impactée par l'injonction des autorités
politique dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, de la politique monétaire. Quand une banque centrale est capable de fonctionner de cette façon, on dira que non seulement elle est indépendante, mais il n'est pas interdit qu'elle puisse contribuer à améliorer la qualité de la gestion, n'est-ce pas, des finances publiques. Donc l'indépendance, n'est-ce pas, d'une banque centrale est aussi essentielle parce que simplement, il faut agir pour faire en sorte que les objectifs monétaires soient atteints sans que l'autorité politique puisse enfreindre à la mise en œuvre de cette politique économique. Est-ce que c'est une absence d'injonction en direction de la Banque centrale et en provenance de l'État, M. Guirassy, l'indépendance de la Banque centrale? C'est un idéal. Merci, merci pour l'invitation. L'indépendance de la Banque centrale est un sujet très important. Et vous savez, la Banque centrale a un rôle de régulation monétaire. L'offre de monnaie à mettre à disposition des agents économiques. D'accord. Calibrer l'offre de monnaie selon le besoin des agents économiques. Dans cette offre de monnaie-là, la Banque centrale doit avoir toute l'indépendance. Il ne doit pas y avoir d'interférence de politique pour donner des injonctions. Cependant, cette indépendance recouvre 3 composantes. D'abord, l'indépendance managériale, l'indépendance opérationnelle, d'accord, et finalement l'indépendance financière. Rapidement, ces 3, c'est quoi? Managériale, opérationnelle, financière. Bien. Ça consiste en quoi en quelques secondes? L'indépendance managériale, c'est dans le choix des dirigeants de la banque, la Banque centrale, dans le choix du gouverneur. Un gouverneur, selon les statuts de la Banque centrale, est nommé pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Donc maximum qu'il peut faire, c'est 10 ans. Donc, cependant, on ne peut pas démettre un gouverneur au cours de son mandat de 5 ans. Parce qu'un gouverneur a une épée Damoclès sur la tête, il peut être démis à tout moment par le président. Ça, il ne peut pas être indépendant, premièrement. Sur l'opérationnel. Sur l'opérationnel, les décisions d'abaisser le taux directeur ou le taux de réserve obligatoire, il doit le prendre en toute indépendance. Il vous souviendra que le gouverneur de la Banque centrale américaine, Jérôme Powell, a été nommé par Donald Trump. Mais dans ses prises de décision d'abaisser le taux directeur ou de l'augmenter, il s'en foutait pas mal la décision de Donald Trump. Et Donald Trump allait même à le critiquer, mais le gouverneur Powell était inflexible face aux décisions de Donald Trump. C'est ça l'indépendance. Et sur le plan financier, il doit avoir toute l'autonomie. Il ne doit pas dépendre du pouvoir politique. C'est en cela qu'il doit vivre essentiellement ce qu'on appelle le droit de seigneuriage. On en viendra après. D'accord. On en viendra. Jacques Léoy, je pense que le bateau il est lancé, donc cette fois on va naviguer. Allez-y. On va naviguer et c'est avec vous, Monsieur Diallo, que nous allons démarrer, puisque bien évidemment, il y a contradiction. Oui, il y a contradiction. Pour vous, ce n'est pas possible que la Banque centrale soit indépendante et qu'elle soit en même temps utile, qu'elle ait en même temps des avantages pour l'économie. Pourquoi dites-vous cela? Vous savez, d'abord, avant, l'autre fois, c'est moi qui ai... Bon, j'ai été le premier à lancer ce débat. C'est fort intéressant. C'est un débat qui est dépassé dans les autres pays. C'est les politiques qui ne bougent pas. C'est 2 conceptions. Une conception néolibérale, allez-y, et une conception au sein même du landerneau capitaliste qui voudrait que cette banque centrale-là soit la banque de l'État qui exerce la souveraineté du peuple. Maintenant, j'ai voulu, à partir d'un exemple là, que vous compreniez comment, quand c'est la création monétaire par les privés, comment un financement par extérieur peut venir alimenter une bulle spéculative dans le microcosme économique guinéen. Et comment, à partir de la Banque centrale, si c'était l'État qui créait la monnaie, qui finançait le même projet, comment on aurait pu réduire les coûts? D'accord. Vous me permettez de lire rapidement. Très rapidement. Allez-y. C'est rapidement. Oui, il faut que ce soit un peu rapide parce que il y a une grande pluralité thématique. Je comprends, mais on devra aborder. Allez-y. On va partir d'un postulat. Le premier postulat, d'abord, tout ce qu'on peut faire par nous-mêmes, n'acceptons pas que quelqu'un d'autre le fasse à notre place. C'est important. Deuxièmement, et maintenant je vais analyser un Finex injecté dans l'économie de notre pays. Un Finex. Financement extérieur. Oui. On prend un projet de curage de caniveau qu'on peut faire par nous-mêmes. D'accord? On est obligé de demander à l'extérieur. Pour 10 millions de dollars, ça fait 100 milliards de francs guinéens. Vous savez, en économie, il y a ce qu'on appelle le coût d'opportunité.
Le coût d'opportunité, c'est le coût que l'on perdrait en renonçant à un choix. C'est-à-dire, si on décide qu'on renonce, par exemple, au financement extérieur, alors qu'est-ce qu'on aurait perdu si, par exemple, c'était la Banque centrale, c'est-à-dire c'est l'État qui, par un mécanisme de financement interne, allait intervenir. Et si c'est l'autre choix, qu'est-ce qu'on aurait perdu en renonçant au financement extérieur? D'accord. Okay. Pardon, vous pouvez le dire en 3 minutes? Oui, en 3 minutes. En 3 minutes. C'est important. Très bien. Donc, ça va être la règle pour toutes les questions qui suivront désormais. Vous aurez tous chacun, en revenant à notre au projet, plus 3 minutes de développement. C'est important cette partie-là. Allez-y. En revenant à notre projet de curage des caniveaux, chiffré à 10 millions de dollars, soit 100 milliards de francs guinéens, avec le FINEX, un financement d'une institution financière, on a le taux d'intérêt qui entraîne les charges. Car les dettes que nous contractons génèrent des charges, vous êtes d'accord? Ok. On a le taux de change qui alimente l'inflation. Ou bien, parce que c'est des dollars, c'est des devises qui arrivent. L'entrepreneur recruté dans le cadre de ces travaux-là va se tourner vers sa banque, une banque Y. Parce qu'il aura besoin d'une avance de démarrage. La banque va accepter de lui prêter les fonds. Parce qu'on va dire c'est sur préfinancement. Tu préfinances, après on te paye. Pour 100 milliards de francs guinéens, peut-être la banque va lui demander un taux de 18%, parfois 20%. C'est juste comme c'est une simulation, prenons 20%. Les 100 milliards donc, vont générer 20 milliards, 20%. Parce que les taux d'intérêt chez nous sont trop élevés. Ok. Donc si maintenant on fait la péréquation des charges, on s'aperçoit que pour ce petit projet-là, de 100 milliards de francs guinéens, le FINEX a généré une bulle spéculative. 20 milliards. C'est-à-dire, regardez le taux d'intérêt d'abord, pour les fonds qu'on nous donne, FINEX. Après, à l'intérieur, l'entrepreneur qui va vers la banque pour lever des fonds. Calculez tout ça, vous faites la péréquation des charges. Maintenant, la banque Y, elle trouve son compte. En effet. Elle trouve son compte dans ce microcosme économique guinéen. Posons-nous maintenant la question à savoir, est-ce que c'est à cette banque privée la responsabilité de financer l'agriculteur, l'éleveur, l'industriel, l'artisan, l'artiste, les indemnités de chômage pour les emplois? Pourquoi pas? Non et non. C'est bien la responsabilité de cet État-là. Justement. On va s'arrêter à ce niveau pour passer à monsieur... Si tu permets... Je voulais maintenant venir quand c'est l'État qui finance. Rapidement, s'il vous plaît, en une minute. En une minute, s'il vous plaît. C'est dommage. Bon, d'accord, on va revenir. Quand c'est l'État qui finance, et vous trouvez qu'il y a moins de spéculation. Effectivement, j'allais montrer, c'est ça, c'est que j'allais montrer. Mais allez-y de manière succincte. Ok. Donc, tu vas... bon, on demande à cet État, c'est important d'abord, on demande à cet État-là, voici ce qu'on demande à cet État depuis 1986. On lui dit, tu dois être absent dans le processus de création monétaire. Cela est dévolu aux banques privées. Tu dois être absent dans le processus d'accumulation du capital. Dans les industries de transformation de nos matières premières, au lieu de 49%, tu as 15%, ça c'est au maximum. De laisser cela aux capitaux étrangers. Tu vas te contenter de percevoir des impôts et des taxes. Ta banque centrale va contrôler l'inflation pour qu'elle n'augmente pas. Puisque si elle augmente, elle fait perdre de l'argent à nos banques et à nos capitaux, surtout dans les industries, dans les investissements directs étrangers. En plus, tu dois jouer ton rôle régalien, assurer l'intégrité territoriale du pays, ton rôle tutélaire, construire des routes, des infrastructures, et donc, tout ça, on demande à cet État. Vous vous dites, il faut que les banques centrales ne soient pas indépendantes vis-à-vis de leurs États. C'est ce maintenant, voyons maintenant le même projet financé maintenant par l'État. Vous avez... dommage. Okay, on va revenir vers vous. D'accord. Déjà, ce que vous avez développé comme avantage, pas comme inconvénient, parce que c'est bien comme ça et on peut percevoir votre premier argument. On va demander par là à M. Condé. Vous dites, quand on a parlé au téléphone, vous avez dit
c'est un rêve d'estimer que la Banque centrale, si vous voulez, puisse avoir cette possibilité-là de créer de la monnaie quand elle le veut pour financer, n'est-ce pas, non, quand le pouvoir le veut pour financer, n'est-ce pas, les projets. Pourquoi vous estimez que la position de M. Diallo est dangereuse? Je vous remercie. Comme vous le savez, dans une économie, il y a forcément des objectifs que les États se fixent. Premièrement, vous allez constater que dans une économie, il y a forcément les objectifs qui consistent à dire quand j'utilise mes instruments de politique économique, je dois nécessairement être capable de maîtriser l'inflation. Ensuite, je dois être capable également de réduire le chômage, donc de lutter contre le chômage. Et je dois être capable de pouvoir faire en sorte que la croissance économique soit toujours au rendez-vous. Alors, je vais utiliser, n'est-ce pas, des instruments. Et comme vous le savez, l'économie, ce n'est pas un jeu. Venir, n'est-ce pas, pour faire, n'est-ce pas, dire des choses qu'on n'est pas capable de pouvoir le faire. Si vous le faites, vous allez faire des dizaines de générations sans être capable de pouvoir résoudre, n'est-ce pas, des problèmes. La plupart, n'est-ce pas, des données empiriques, n'est-ce pas, de nos pays sont là pour le démontrer. On a exécuté plusieurs fois les économies, mais on est incapable de pouvoir sortir de la pauvreté et du chômage. Alors, il faut faire exactement. On va vous dire qu'en finance, ce n'est rien d'autre qu'une discipline qui permet, n'est-ce pas, d'allouer de façon efficace les ressources rares au fil du temps. Alors, pour pouvoir faire, n'est-ce pas, ce travail-là, il faut alors être capable, n'est-ce pas, de créer la rentabilité, tout en étant capable encore de maîtriser les risques. En voulant le faire, les économistes disent qu'il y a un système financier qui est créé qui permet de résoudre ce problème, en faisant en sorte que les agents à capacité de financement se rencontrent sur les marchés qui sont régulés et organisés par les institutions, y compris la Banque centrale, et les agents à besoin de financement. Ce système financier-là, tellement organisé, permet de pouvoir faire recours au financement de court terme pour financer les dépenses, n'est-ce pas, de trésorerie, et aussi pour faire recours également au financement pour financer les dépenses, n'est-ce pas, de long terme, donc les investissements. Alors, pourquoi s'acharner à tout prix sur le financement de la Banque centrale qui n'est qu'un argent, n'est-ce pas, considéré comme facile? Si on est capable, on a des bons projets de qualité, on doit être capable de pouvoir aller sur le marché, compétir pour avoir les ressources et, n'est-ce pas, financer, n'est-ce pas, ces investissements. Il y a par ailleurs, très grave pour ce pays. Voilà, il y a par ailleurs dans son propos, je pense que vous avez encore une minute pour réagir, il y a par ailleurs dans son propos ces questions liées au taux d'intérêt, aux autres charges, donc aux charges supplémentaires qui peuvent être liées à des financements extérieurs. Vous répondez quoi à ça? Comment on règle ce type de choses? Et même à toutes les entraves posées justement par les institutions internationales. Ça, c'est facile pour le démontrer. D'accord. Si vous êtes une économie qui est bien gérée, il est évident que vous pouvez avoir accès facile à des financements à taux d'intérêt concessionnels. À supposer qu'on vous note, on vous donne une très bonne note sur le marché financier, vous avez accès à des capitaux à des taux d'intérêt très bas. C'est la ce qu'on constate dans certains pays anglophones d'Afrique la gestion qui importe. Ce n'est pas forcément où on doit trouver de l'argent. Le système financier est là pour résoudre ce problème et la Banque centrale, c'est le dernier recours. Très bien. Donc pour vous, le dernier recours. Très bien. Pour vous, la vraie question, c'est la qualité de la gestion. Donc si tu permets, est-ce à dire qu'un pays qui recourt systématiquement à ce type de financement par sa Banque centrale est un pays, sur le plan financier, mal géré? Il court tout droit vers la faillite. Oui. Ok. Monsieur Keïta. D'accord. Monsieur Keïta. Ok. Si, ma compréhension est qu'on veut savoir est-ce que l'État doit intervenir à travers la Banque centrale pour financer les activités ou pas? Oui. C'est ça la question? Évidemment. Le développement. Ouais. Alors, en clair, est-ce que la Banque centrale doit être une institution totalement indépendante des pouvoirs politiques? Et que la charge du financement du développement lui revienne essentiellement. Oui, quand ça lui revient essentiellement, ça veut dire que ce n'est pas plus indépendant là. C'est que c'est sous le contrôle de l'État. L'État s'appuie sur la Banque centrale. En effet, évidemment. Oui. C'est cela. Voilà. C'est la position de M. Diallo. C'est la position de M. Diallo, la vôtre. Oui, oui. Moi, je voudrais être un peu circonspect. Ça dépend des réalités à un moment donné. En fait, pendant la crise de 1929, on en a souvent parlé, c'est que les théories économiques qui
prévalaient à l'époque n'ont pas été en mesure d'expliquer la crise, à plus forte raison, y trouver une solution. C'était les classiques et les néoclassiques. Les classiques estimaient que l'offre crée sa propre demande, parce que c'était une crise de surproduction. Donc, si l'offre crée sa propre demande par la voix de Jean-Baptiste C, c'est qu'il est impossible qu'il y ait une surproduction. Parce qu'avant que le produit ne soit sur le marché, l'offre aura déjà créé sa propre demande. La théorie néoclassique disait que l'ajustement de toute façon va se faire à travers l'équilibre va s'établir à travers le mécanisme d'ajustement par les prix. C'est-à-dire il y a 3 types de marchés. Il y a le marché des biens et services, le marché de l'emploi et le marché des biens capitaux. Sur chacun de ces marchés, dès qu'il y a un déséquilibre, si c'est l'offre qui est supérieure à la demande, il faut réguler les prix. Il faut réduire les prix pour décourager certains offreurs et encourager certains demandeurs. Alors, maintenant, donc, puisque les théories économiques qui prévalaient n'avaient pas pu expliquer même la crise, Keynes a fait un diagnostic, puisqu'il a estimé qu'il y a surproduction, parce que la demande globale est faible. Et la demande globale est faible parce que la propension à consommer des économiquement plus forts est faible. C'est que ceux qui gagnent beaucoup consacrent très peu de leurs revenus à la consommation. Ils gardent beaucoup plus. Ils thésaurisent beaucoup plus. Oui. Donc quand il y a thésaurisation, l'offre ne va pas nécessairement créer sa propre demande. Et il a même dit que l'équilibre néoclassique peut correspondre à une forte sous-utilisation des capacités de production. C'est-à-dire que l'équilibre dans le chômage, quoi. Maintenant, pour contribuer à réguler cette situation, il a proposé 2 politiques, la politique budgétaire et la politique monétaire. La politique budgétaire consistera à un prélèvement progressif des impôts et taxes sur les revenus des économiquement forts et redistribuer ces revenus à des économiquement plus faibles. On a l'impression de l'avoir vu après la crise de la Covid-19. Encore quelques secondes. Merci pour vous. Donc, on va aller un peu plus vite. Maintenant, il est même allé jusqu'à dire qu'il faut simplement creuser la terre, aller mettre l'argent là-bas et dire aux gens d'accourir pour aller prendre. Tellement qu'il était anxieux pour la distribution des revenus. Donc quand on est dans une situation de surproduction et des capacités de production illimitées, c'est-à-dire qu'il y a des capacités de production qui ne sont pas utilisées, donc on peut favoriser une politique de ce genre à travers laquelle l'État intervient pour contribuer à... Monsieur Keita, sauf que chez nous, non, tu permets, parce que sinon, non, il y aura un goût je vais dire un mot. Sauf que chez nous, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est ça le problème. Moi, s'il vous plaît. J'allais en venir. Je veux simplement vous demander de faire l'effort de contenir vos avis dans cette tranche-là. Ça va nous permettre de dire beaucoup de choses. Autrement, on n'en sortira pas. En 3 minutes, efforcez-vous chaque fois que vous avez la parole de donner votre avis pour qu'il soit complet. En 3 minutes. Oui, j'ai le chronomètre, c'est pourquoi je m'inquiète. Comment je sais que j'ai fait 3 minutes? C'est pourquoi je vous dis à 1 minute, allons un peu vite. D'accord. Donc, on reviendra à vous tout à l'heure. Je pense qu'il faut entendre M. Guirassy sur le même sujet à présent. Bien. Moi, en écoutant mon frère Diallo, j'ai l'impression que Keynes, qui était mort depuis 1946, renaît en Guinée finalement, avec ses vieilles recettes. D'accord, vieilles recettes. Oui. D'accord. Keynes, les économistes ont critiqué Keynes. On l'a considéré comme plus politique économique. Je vous rappelle que Keynes a participé au traité de Bretton Woods. D'accord. C'était un haut fonctionnaire. D'accord. Donc, il était très politique. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est comme la star du XXe siècle en matière... le pouvoir à l'État. Voilà, le pouvoir à l'État. Mais Keynes a surgi à un moment donné de l'histoire où il a proposé des recettes miracles là qui ont fonctionné. L'économie était en crise, une crise déflationniste. Il a proposé des recettes qui ont bien fonctionné. Mais Milton Friedman va réagir avec le temps en disant certes, les propositions de Keynes marche bien sur le court terme. Ça stimule l'économie sur le court terme, mais à long terme, vous allez vous retrouver avec une spirale inflationniste auquel vous ne vous en sortirez pas. Et
là, pour répondre à la question, je reviendrai un peu à l'histoire de la Banque centrale, l'histoire des banques centrales à travers le monde. Comment les banques centrales ont été créées. Il vous souviendra que la banque, en 1946, en 1646, si je me trompe bien, en 1694, la première banque centrale a été créée, c'est la Banque d'Angleterre, créée par le roi Guillaume III, qui fut le roi le plus impopulaire de la monarchie britannique. Il avait même du mal à lever les impôts au niveau du Parlement britannique. Il a réfléchi, il a dit, bon, je crée une banque centrale, assortie d'une charte pour financer mon déficit. Exactement. Les banques centrales, à la base, ont été créées pour financer le déficit. D'accord. Après, en 1800, la Banque de France a été aussi créée. Mais une banque totalement privée. Créée par qui? Par le consul, ses deux frères, le préfet de police et autres. Une banque qui n'a même pas d'employés, qui n'avait pas de bureau, une banque totalement privée. Mais qui avait aussi, après la Révolution, la France a besoin de financement. Donc c'est comme ça que la Banque de France est créée en 1800. Et puis la Fed, la Banque centrale américaine, la Fed, a été créée bien plus tard, en 1913, et qui appartenait aux banques commerciales et aux banques d'investissement américaines. Ce n'était pas une banque publique. D'accord. C'est après que... Vous avez encore une minute. Voilà, en France, c'est seulement en 1946 que la Banque de France a été nationalisée. Donc c'est vraiment récent. D'accord. Donc les banques centrales n'ont pas vocation à financer le développement éternellement. Parce qu'en le faisant, c'est comme si vous créiez... Quand vous dites pas éternellement, ça veut dire qu'elles peuvent au moins... Elles peuvent au moins faire oui, mais sur une courte durée. Une courte durée, des avances sur une petite courte durée, et le remboursement doit suivre absolument. Donc, le fait de prêter est une création monétaire, et le fait qu'on rembourse à la Banque centrale, ça s'appelle la destruction monétaire. Mais vous avez dit que ça pour financer le déficit, essentiellement. Le déficit momentané. D'accord. Et le remboursement doit absolument suivre. Okay. Mais on voit que dans nos pays, nous allons d'accumulation en accumulation. C'est vrai. Et là, c'est le stock de monnaie qui augmente. Très bien. Et là, là, nous estimons dans une spirale inflationniste auquel nous ne sortirons pas. Monsieur Guirassy, donc c'est vraiment chimérique de continuer à penser... Je vais marquer je vais plutôt vous arrêter sur ceci et demander une application de tous ces principes-là à la réalité guinéenne. On va donc aller à cela. Nous sommes à 10h. Nous sommes à 10h44. Nous avons que combien de minutes? Voilà, on n'a que 6 minutes. Efforcez-vous de faire une 30. Ok. Voilà. Mara. Et là-dessus, je veux tirer une question de tout ce que vous avez dit là tout de suite. Ce que j'ai compris, c'est qu'il n'est pas interdit que la Banque centrale soit sollicitée par le pouvoir central. Mais ça doit être de courte durée pour financer par exemple l'inflation, pour dépanner l'économie, le déficit sur une courte période. Mais vous terminez par quelque chose qui m'interpelle. Il faudrait que l'État central, juste après, rembourse ses dettes. Qu'en est-il en Guinée pourtant comment on appelle ça, de l'endettement de l'État auprès de la BCRG? Monsieur Diallo. Ok. Bon, je voudrais d'abord, comme j'avais commencé à développer rapidement, d'accord. Vous avez maintenant le même projet de curage du caniveau, maintenant financé par un mécanisme, tu vois, de mobilisation ou de ressources internes, ou bien en utilisant la Banque centrale, d'accord. Lorsque la mobilisation ne suffit pas, la mobilisation des ressources internes ne suffit pas. Ok. Mais donc l'État crée les signes monétaires. D'accord. Ok. Et il demande au Trésor public il demande à la Banque centrale de créditer son compte au Trésor public de 100 milliards pour le curage des caniveaux. Donc, le rôle des banques va changer maintenant là. Ok. Désormais, elles seront chargées de dispatcher le crédit. Pas de la création monétaire. Dispatcher les crédits. Les grandes gueules. C'est juste un exemple que je donne. Donc, les 100 milliards sont logés dans la même banque Y là. Dans le premier exemple plus haut. L'État doit ce prêt-là, dit ce prêt-là, il dit à la banque, ce prêt-là, tu vas l'affecter à l'entrepreneur adjudicataire au taux de 2%. Parce que moi, je l'ai eu à 1% par exemple. C'est lui qui fixe. Et il ne faut pas dépasser le taux de 2%. La banque gagne 2 milliards au lieu de 20 milliards plutôt. Si elle devait octroyer les 100 milliards, bien sûr. Résultat, les banques peuvent vivre bien parce que cet état-là est affaibli.
Et elle n'a pas besoin des acteurs de l'économie réelle pour vivre. L'agriculteur, l'industriel, l'artisan, la banque là, qui est là. Elle peut vivre juste avec les projets de l'État. Donc l'État devient, en fait, si vous voulez, le bailleur qui permet à ces banques de vivre. Donc deux choses rapidement. Mais comme maintenant la responsabilité de ces banques-là, c'est pas d'intervenir pour faire des routes, des choses, c'est l'État. Vous comprenez bien qu'avec un Finex, on vient alimenter une bulle spéculative, alors que si on restait de temps en temps à utiliser des mécanismes de financement interne, les choses nous reviendraient beaucoup plus cher, moins cher. Très bien. Monsieur Guirassy, sur la question de Mohamed Mara tout à l'heure, 1 minute 30, rapidement. Sur le cas de la Banque centrale guinéenne. Oui, bien sûr. Vous avez expliqué qu'il faut que l'État puisse rembourser. Sauf que dans notre cas, puisque l'exemple que vous avez donné, c'était des cas où, comment on appelle ça, je disais où chez nous, justement, l'État a même du mal à rembourser. C'est cela la réalité. Qu'est-ce qui devrait être fait? Allez-y. Bien. Dans mes travaux de recherche, en master, quand j'étais en France, dans les années 2004-2005, j'avais fait des prédictions dans mon mémoire de fin d'études de master. J'avais dit que la Guinée a un régime de change flottant, notre propre banque centrale à nous. Mais ça nous donne une liberté d'action, contrarié à l'opposé des pays de la zone CFA qui n'ont pas cette liberté-là. Mais c'est très dangereux. Si vous avez votre propre banque centrale à vous, vous avez la possibilité de la création monétaire, que la banque centrale prenne l'argent au trésor public et pour bien les avances. Mais c'est un peu très dangereux. Parce que si vous le faites, en le faisant, vous devez absolument, parce que là, quand les impôts vont rentrer, vous devez absolument rembourser au fur et à mesure pour détruire la monnaie créée en amont. Mais malheureusement, dans nos pays africains, pas seulement la Guinée, mais dans nos pays africains en général, nous allons d'accumulation en accumulation, on prête, on fait des avances de trésor. La Banque centrale fait des avances au trésor, mais le remboursement ne suit pas forcément. Le remboursement ne suit pas. Mais les institutions de Bretton Woods sont là pourtant pour le stock de monnaie augmente au fur et à mesure, et conséquence, la masse monétaire qui augmente, et conséquence, c'est l'inflation. J'ai envie de poser la question comme ça à M. Guirassy et puis aux autres. Parce que l'État a du mal parfois à rembourser, il ne faut pas le faire, ou il faut le faire et obliger l'État, ou disons convaincre l'État à rembourser. Justement, la Banque centrale, si elle était indépendante, elle doit taper du poing sur la table, dire à l'État, vous devez rembourser les avances que vous avez contractées. Malheureusement, si la Banque centrale est inférieure des pouvoirs politiques, le gouvernement ne peut pas crier. C'est ça le problème dans notre pays. D'accord. On va malheureusement, pour cette première partie, on va devoir marquer la pause. Vous suivez ce débat chez vous, continuez à poser vos questions. Encore 1 heure derrière pour poser d'autres questions. Faut-il faire tourner la planche à billets en regard de toutes les ambitions qui sont présentées aujourd'hui par le CNRD, donc pour financer le développement? Faut-il réindustrialiser, ramener l'État guinéen à ses unités industrielles d'antan? Autant de questions que nous nous posons ce matin. Ça va être abordé avec nos spécialistes des questions économiques. Et c'est tout à l'heure. Continuez à nous préférer. Dans 10 minutes, on se retrouve et on poursuit ce débat jusqu'au bout. Voilà, dernier virage donc de cette émission, cette émission débat pédagogique, cette émission faculté aussi avec vous. Il y a cette question de l'auditeur, M. Diallo, c'était à vous qu'il l'a posée. Ok, l'indépendance de la Banque centrale ne peut pas favoriser le développement endogène dans un pays. Lorsque le rôle de la Banque centrale, tel qu'il est stipulé par les accords que nous avons avec les institutions de Bretton Woods, est essentiellement sur la maîtrise de l'inflation. Et aujourd'hui, il y a des économistes qui sont arrivés à prouver par des études, des docteurs qui ont fait des ouvrages, une inflation maîtrisée dans une économie qui ne produit pas, c'est une, si vous voulez, subvention indirecte qui est accordée aux produits de l'importation. Vous allez enrichir des agriculteurs thaïlandais, chinois, au détriment des agriculteurs locaux. Très bien. On ne peut pas développer une nation lorsque la politique monétaire est dissociée de la politique budgétaire. Pourquoi l'euro aujourd'hui? Il y a beaucoup de langues qui se délient pour qu'on mette fin à l'euro. C'est parce que tout simplement, on ne peut pas obtenir une union monétaire sans fédéralisme budgétaire. Parce que vous avez plusieurs boussoles.
Or, pour coordonner tout ça, c'est très difficile. Jacques Attali l'a dit, au moment de la construction de l'Union européenne, c'est-à-dire de l'Union monétaire. Très bien. C'est impossible. Très bien. Il faut que ça soit en phase. Très bien. Monsieur Condé, c'est aussi votre avis. Comment vous réagissez à cette même question et aussi à l'avis qui est soutenu par Monsieur Diallo? Je ne partage pas vraiment son avis parce que j'essaie de toutes les façons que dans une économie, il y a forcément un système financier qui est organisé, qui permet de faire en sorte que l'ensemble des activités économiques soient financées. La Banque centrale, c'est le dernier recours et c'est l'argent facile. Quand vous habituez, n'est-ce pas, les autorités et les agents économiques à avoir accès à l'argent facile, c'est que vous êtes sûr que la qualité des investissements qui vont être, n'est-ce pas, réalisés ne seront vraiment pas au rendez-vous. Toutes sortes d'investissements pourront être financés parce que là, c'est vraiment de l'argent facile. Mais si on met en compétition les projets, les investissements qui sont nécessaires, qui sont indispensables pour développer un pays ou bien une activité, mais en compétition, vous verrez que la qualité des investissements va s'améliorer et surtout, n'est-ce pas, la qualité des ressources qui vont être, n'est-ce pas, mobilisées seront gérées de façon efficace. Mais continuer à mettre la Banque centrale devant, c'est comme si vous n'avez pas un système financier... Solution de la facilité, c'est ce que vous pensez? C'est vraiment une solution de la facilité. Très bien. Monsieur Keïta, sur la même question. Oui, c'est que moi je constate qu'il n'y a pas assez de différence entre les deux parties. En réalité, quoi. C'est-à-dire, aucune des parties ne refuse que la Banque centrale soit associée. Mais il y a une vraie différence à mon avis. Sous certaines conditions... Monsieur Diallo soutient un rôle prépondérant de la Banque centrale dans le financement du développement intérieur. Chez vous, vous êtes sur d'autres segments. Voilà. Hein? Oui, non, la Banque centrale ne doit pas être mise en avant, justement, dans le cadre du financement des activités de développement. C'est-à-dire qu'il y a un système financier qui est là, qui doit être mis en mouvement pour permettre le financement de l'activité. Ce qu'il soutient aussi, c'est que ce système financier-là est un système imposé, qui ne nous profite pas à nos États. C'est ce qu'il pense, lui. Vous le dites, pourquoi? Parce que c'est produit de votre expérience, ou est-ce que vous êtes dans une position où vous dites, c'est ça le système, on s'en accommode et on fait avec? Non, justement. Vous savez, pour mieux comprendre la situation économique, moi je me place souvent aux deux extrémités. C'est-à-dire que ceux qui prônent l'interventionnisme et ceux qui prônent le libéralisme. Chaque parti a des points à faire valoir et des limites. Maintenant, on fait une combinaison en fonction des réalités du moment pour sortir avec la politique la mieux appropriée, quoi. Donc, ce n'est pas pour moi un débat doctrinal. En réalité, comme M. Diallo le disait, à la suite de la dernière crise 2008, l'État américain a mis la main à la poche pour venir au secours du système bancaire. Parce que quand une banque fait faillite, c'est pas seulement... Mettre la main à la poche, c'est-à-dire planche à billets. Créer de la monnaie. Oui. Créer de la monnaie. Il a fait tourner la planche à billets. Il a fait tourner la planche à billets. Dites-le clairement. Oui, il a fait tourner la planche à billets, même si à l'époque, cela avait suscité beaucoup de débats. Et ils ont fait appel à plusieurs sommités et chacun a donné son opinion avant d'en arriver là. Mais le plus important, c'était quoi? Quand une banque fait faillite, c'est pas seulement une banque qui fait faillite là. C'est plusieurs sociétés et plusieurs ménages qui font faillite. C'est vrai. Donc, s'il y a des circonstances de ce genre qui nécessitent que l'État intervienne pour maintenir l'équilibre, pour moi, il n'y a pas de problème. Très bien. Maintenant, même... Jacques, je vais vous donner la parole tout à l'heure pour faire les débats sur les 5 000 milliards, mais sur le financement du développement guinéen. Mais M. Guirassy a droit aussi à sa minute de réaction sur ce thème. Allez-y. Merci, M. Tamba. Il faut d'abord remonter à la création de la monnaie. Comment la monnaie a été créée? Avant, il n'y avait pas de monnaie. Les humains faisaient bien contre bien un système de troc. C'était du troc. Donc, mais au regard des difficultés liées au troc, de la convertibilité des valeurs, les humains ont réfléchi, ont créé la monnaie. Je rappelle que la monnaie a existé bien avant les États. Okay? C'est après seulement les États sont venus après pour certifier la monnaie. La monnaie, par définition, donc, était là pour aider à faciliter les transactions. C'est à cela qu'on lui confère 3 fonctions. À faciliter les échanges, réserve de valeur et unité de compte. Voilà 3 fonctions de la monnaie.
Donc la Banque centrale a un seul rôle, calibrer l'offre de monnaie aux besoins des agents économiques de manière à avoir une stabilité sans inflation ni déflation. C'est cela son rôle principalement. Dans ce rôle-là, si vous faites allusion par exemple à ce qu'on appelle la situation monétaire intérieure des banques centrales, qui est un bilan consolidé des banques commerciales, des banques centrales qu'on cumule, c'est un tableau à deux parties. Vous avez l'actif et le passif. L'actif, vous avez deux compartiments. C'est ce qu'on appelle les avoirs extérieurs nets et les avoirs intérieurs nets. Et au passif, la masse monétaire. Donc c'est l'actif là qui fait varier la masse monétaire. La masse monétaire a forcément besoin de ce qu'on appelle la contrepartie. Donc, la masse monétaire a deux contreparties. Vous avez ce qu'on appelle avoir extérieur net, c'est composé de l'or et des devises qui rentrent dans le pays. Quand la Banque centrale là, la Banque centrale est obligée de faire la création monétaire pour faire la contrepartie. D'accord. Mais là, il y a une contrepartie directe là. Donc ça, c'est une création monétaire équivalente. Équivalente. Une contrepartie. Là, c'est sans inflation. L'inflation, là, n'est pas là. En revanche, les avoirs intérieurs nets, c'est quoi? C'est les avances, les crédits à l'État et le crédit à l'économie. Très bien. Et quand la Banque centrale fait des avances, en une phrase, et quand la Banque centrale fait des avances au Trésor, et que quand les banques commerciales font des crédits aux ménages et aux investisseurs, on appelle ça le crédit à l'économie, le crédit à l'État. Là, c'est sans contrepartie en biens et services. Et puis la monnaie est là pour faciliter les échanges. Si vous créez plus de monnaie que de biens et services, il va y avoir une disparité. La conséquence, c'est l'inflation. Alors si M. Diallo demande qu'on crée la monnaie pour le développement, ça serait sans contrepartie. Et la conséquence, c'est l'inflation. En terminant par là, il y a un penseur qui dit confier la garde de la monnaie aux politiques, c'est comme confier la garde de pot de crème au chat. D'accord. Oui. Confier la garde de la monnaie aux politiques, c'est comme confier la garde du pot de crème au chat. D'accord, il va s'en servir. Allez-y, Jacques. On revient à cette actualité, puisque ce débat-là est né de là aussi, les 5 000 milliards levés auprès des banques primaires, donc privées de notre pays. Pour vous, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'une démarche qui était nécessaire à ce stade? Quels sont pour vous les avantages pour l'État d'avoir essayé ça? Les grandes gueules. Il faut préciser que c'est 100 millions d'euros environ par an, sur 5 ans, mais sauf qu'on ne nous dit pas à quelle dépense cet argent sera justement destiné. Très bien. Voilà. C'est-à-dire quelle sera la qualité des dépenses dans lesquelles cet argent va être injecté. Très bien. Vous aurez donc, c'est la même règle, 3 minutes chacun pour aborder ce sujet-là. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de l'État? Comment vous lisez cette actualité-là? Et éventuellement, si le temps vous le permet, vous abordez également la préoccupation de Mohamed Mara. Où est-ce qu'on l'envoie chacun en 3 minutes? Allez-y, monsieur Diallo. Vous savez, les réserves obligatoires, c'est-à-dire, vous savez, chaque banque centrale a un certain nombre d'instruments monétaires pour réguler l'activité économique et contrôler la masse monétaire en circulation. Maintenant, les réserves obligatoires, donc le taux là, parce que chaque banque commerciale doit avoir c'est-à-dire son compte au niveau de la banque centrale. Et il doit réserver une fraction, vous comprenez, c'est un taux fixé, de ses avoirs au niveau de la banque centrale. Et maintenant, ce montant-là doit être liquide. Parce que pour les besoins, vous comprenez, de trésorerie. Lorsque, par exemple, elle a besoin, c'est-à-dire une économie en récession, on augmente le taux. Une économie en récession, on peut diminuer le taux pour encore libérer cette manne financière dans le circuit économique pour qu'on continue à injecter cet argent-là pour financer les agents économiques en besoin de financement. Maintenant, lorsque l'économie est en surchauffe, qu'est-ce qu'on fait? On augmente le taux pour pouvoir faire rentrer de l'argent et diminuer cette masse monétaire en circulation. Donc ce montant doit être liquide. Vous comprenez? Maintenant, on considère que ce montant-là va être sollicité pour le financement du déficit de l'État pour 45 ans. C'est de la communication, c'est de faire tourner la planche à billets, tout simplement. Mais il faut assumer. À mon avis, c'est une très bonne chose. Le fait de faire tourner la planche à billets pour des objectifs précis, est-ce que vous... Lorsque... Pour des objectifs de production de valeur, de création de valeur. Effectivement. Par exemple, si c'était moi, avec 500 millions de dollars, qu'est-ce que j'aurais fait? D'abord, j'ai investi d'abord dans la raffinerie d'or, la raffinerie de diamants.
une usine de production de tracteurs. Au bout d'1 an, 2 ans. Les routes, ça peut venir après. Vous savez, en économie, on dit les besoins humains sont illimités, mais les ressources disponibles sont limitées. Donc il faut une bonne planification. Faire en sorte que, d'abord de mettre l'accent sur la mobilisation des ressources internes. Des ressources que l'État, tout ce qu'il peut mobiliser, les recettes douanières, tant. Lorsqu'on finit, on voit dans quel secteur, porteur de croissance, on peut investir cet argent pour entraîner des effets d'entraînement. Mais si cela n'est pas fait, et qu'on se mette à contrôler l'inflation, qu'est-ce qu'on fait? On ne produit pas. Vous vous mettez à contrôler l'inflation. Qu'est-ce qui va se passer? On n'enrichit pas le Guinéen. D'accord. Vous comprenez? Donc ça, c'est pas, à mon avis, ce que j'ai aimé dans cette approche, c'est le volontarisme. C'est de dire que mes projets structurants ne resteront pas dans les grandes gueules. Ça, c'est une très bonne chose. D'accord. Mais la prochaine fois, il faut qu'ils qualifient, si vous voulez, les projets structurants. Ça, pour savoir la préoccupation de Mohamed Mara, justement. Dans quel secteur porteur de croissance on va investir pour augmenter les revenus de l'État. Parce que la création monétaire doit entraîner une destruction de la monnaie par la perception de l'impôt par l'État. Très bien. On va donc avec vous, M. Guirassy, en réaction à c'est la même préoccupation sur les 5 000 milliards. Oui. Comment vous lisez tout ça? Qu'est-ce que vous auriez fait à la place? Vous auriez procédé de la même manière que l'État? Qu'est-ce que vous auriez fait? Merci. En fait, vous savez, il y a 3 acteurs en jeu. Il y a les banques commerciales, il y a l'État, à travers le Trésor, et au milieu, il y a la Banque centrale. Qui gagne, qui perd? Il y en a 2 qui gagnent, il y en a 1 qui perd. La banque l'État, les banques commerciales vont gagner beaucoup d'argent dans cette opération-là. J'ai calculé, les banques commerciales vont gagner la bagatelle de plus de 500 milliards dans cette opération-là. 500 milliards de francs guinéens. De francs guinéens. Pour tout le monde? Pour les 19 établissements bancaires qui sont sujetés à ça. Comment ils vont gagner? 10% du montant principal. Parce il y a une question à se poser. Est-ce que cette opération aurait été possible? Vous êtes contre ça? Non, j'ai absolument rien contre. Très bien. Mais seulement, il y a une solution alternative. D'accord, allez-y. Mais la question à se poser, est-ce que cette opération aurait été possible sans que la Banque centrale n'abaisse son taux de réserve obligatoire? La réponse est clairement non. C'est le fait d'abaisser le taux de réserve obligatoire de 15 à 13% qui a permis de dégager une marge et qui devait normalement revenir aux banques commerciales que l'État va ponctionner. C'est cela la démarche. Alors si le taux de réserve obligatoire était resté figé ou même augmenté, le ponctionnement était impossible. Donc l'État a été obligé, la Banque centrale pour vous, ce n'est pas la planche à billets qui a tourné. La Banque centrale a été obligée d'abaisser son taux de réserve obligatoire de 15 à 13%, ce qui a été un frein à son indépendance. Deuxièmement, les banques commerciales aussi, on peut faire du chantage en disant ok, ils sont prêts à jouer le jeu, il faut que vous abaissez aussi le taux de réserve, votre taux directeur. En ce moment, le taux directeur a été abaissé de 11,5 à 11%. Là également, la Banque centrale est pris entre 2 trucs croisés. Tenaillé entre 2 trucs croisés, des banques commerciales et aussi du trésor public. Ok. D'accord. Et donc, la Banque centrale en sort perdant. La planche à billets, le stock de monnaie. La planche à billets n'a pas tourné. La stock de monnaie n'a pas tourné en amont, mais en aval, oui. Ah, d'accord. D'accord. Normalement, le taux de réserve obligatoire a baissé de 15% à 13%. Cette monnaie-là devait revenir à qui? Elle devait revenir aux banques commerciales. Ok. Et que l'État va ponctionner. Quand l'État va ponctionner, c'est une sortie, le stock de monnaie va s'accroître de 5 000 milliards. D'accord. Ça, c'est une évidence. C'était une évidence. Et en amont, quand vous baissez, en économie, quand vous baissez le taux de réserve obligatoire, quand à base monétaire constante, c'est un peu technique, à base monétaire constante, la conséquence, c'est l'inflation. Et cette mesure-là est purement inflationniste. Ah oui. Ça, il ne faut pas se leurrer. Je peux pour comprendre ça, oui. Quelle est la masse monétaire actuellement de la Guinée? Voilà. Vous savez, parce que 5 000 milliards, je veux bien comprendre la proportion par rapport à la masse monétaire disponible pour comprendre au moins le niveau d'inflation. Très bonne question de Mohamed Mara. Je ne sais pas s'il y a des statistiques. Non, pas forcément de manière précise, mais est-ce qu'on sait à peu près la question vaut pour vous. Là, il est important de faire une distinction entre ce qu'on appelle base monétaire et masse monétaire. Monsieur Guirassy, vous arrivez à la fin de votre temps. Si vous permettez, ma question sera, parce que cette question a un autre pendant, c'est qu'auriez-vous fait à la place? Voilà. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Actuellement, l'État a besoin. Il y a actuellement le train de vie de l'État, il faut le dire, c'est accru. L'État a besoin d'une cure d'amaigrissement.
il y a place à faire. Moi, la refondation devait être une opportunité pour ce pays-là. Il y a des services qui n'ont pas de valeur ajoutée qu'on devait carrément supprimer. Il y a des services actuellement qui coûtent cher à l'État. Lesquels, par exemple? Je ne veux pas en citer, mais je vais citer ces services. Vous prenez par exemple la Mamri. La Mamri, on dit mission d'appui. Oui, ça, moi, je sais même pas. Une mission de conseil au ministère des Finances et du Budget pour voir comment accroître les recettes fiscales et non fiscales. Et qui coûte à l'État des milliards en ligne budgétaire en termes de fonctionnement. La transition devait profiter de revoir un peu la pertinence de ces services-là en intégrant les cadres de ces services-là dans les cabinets du ministère du Budget et des Finances pour aller renforcer là. Première, deuxième alternative. Laisse-le terminer. L'ANES, par exemple, on ne peut même pas retracer les ayants droit des ANES, on ne peut pas les retracer. C'est vraiment une usine à gaz. Moi, j'aurais supprimé carrément ça. L'ANES dont on va d'ailleurs recevoir prochainement le directeur général. Et deuxièmement, l'usine à gaz. L'action sociale. Et deuxième levier, d'après M. Guérassi, c'est une usine à gaz. Deuxième levier, on a actuellement une exonération de plus de 2 000 milliards. Ça, c'est une exonération. Il y a vraiment une marge à faire là. L'État doit revoir la réglementation au niveau des compagnies, des sociétés minières, pour revoir les clauses d'exonération. Deuxièmement, et enfin l'État doit accroître sa pression fiscale. La pression fiscale était de 13%. Là, la LFR l'a abaissé même à 12%. Alors que la moyenne sous-régionale est à 18%. Mais si j'ai d'accroître les pressions fiscales, ça ne s'agit pas d'augmenter les impôts. Non, l'impôt déjà c'est suffisant. Il s'agit d'accroître la base. Et l'élargir l'assiette fiscale en réduisant, n'est-ce pas, le poids de certaines informations sur l'économie. Et là, on peut le faire par le biais de la TVA. La TVA est énormément incitation à travers le droit à déduction. Très bien. Parce que si vous avez mais ça ne serait pas inflationniste aussi Pas du tout. Pas du tout. Avec une TVA, parce qu'on a la TVA, on a une TVA qui s'est grimpée à 2%. La TVA est un impôt complémentaire final. Très bien, Monsieur Guérassi, votre temps de parole largement dépassé, mais c'était très bien. On y a quand même un peu contribué aussi. On revient avec vous, donc, monsieur Keïta, au sujet de la même préoccupation, les 5 000 milliards, votre lecture, mais quelle recette si c'était vous? Ok. Ma lecture est que, pour moi, c'est pas anormal, de toute façon, c'est pas nouveau en Guinée. L'État a toujours émis des titres pour la mobilisation du financement. Entre 2013 et 2014, l'État aurait payé plus de 400 milliards de francs guinéens en intérêt sur les bons de trésor. Donc c'est pas... Oui, bien sûr, c'est pas nouveau. En intérêt, juste. Oui, en intérêt, juste. Juste en intérêt. On parle même pas de la masse monétaire elle-même. C'est pourquoi quand vous avez parlé de 500 milliards, j'ai dit oui, ça se rejoint là, à peu près. Absolument, c'est 10% environ. Voilà, c'est 10%. Et ça veut dire que peut-être qu'on était dans les 4 000 milliards, alors qu'il n'y a même pas eu de communication. Voilà, donc peut-être la différence cette fois-ci, c'est qu'ils ont communiqué là-dessus. Sinon, c'est habituel, c'est IGL ça. Et l'autre différence, c'est que cette fois-ci, ça porte sur des obligations à long terme. Parce que les bons de trésor, c'est à court terme. Et puis les ODT, les obligations de trésor, c'est à moyen et long terme. C'est ça qui vous a inquiété dans cette opération? Non, ça ne m'inquiète nullement pas. Le fait quand même que ce soit sur 5 ans? Non, ça ne m'inquiète pas. Ça donne plus de possibilités de marge de manœuvre à l'État de rembourser. Pour manœuvrer et rembourser. D'accord. Par contre, je sais que ça ne pouvait pas être résolu cette fois-ci. C'est-à-dire comment on fait en sorte que les intérêts qui sont payés là, une partie revient aux épargnants. Parce que ce sont les épargnants qui alimentent les avoirs des systèmes bancaires. C'est notre argent au bout du bout. Oui. Comment on le fait? Si c'est les bons de trésor, ça se fait habituellement. Quand vous partez au Sénégal, vous partez en Côte d'Ivoire, les agents normaux ont des bons de trésor à la maison. Vous avez votre bon de trésor, le médecin il a, l'instituteur il a. C'est-à-dire quand la publication s'est publiée, les banques sont obligées d'afficher à leur guichet pour dire voici, il y a la disponibilité des bons de trésor pour ceux qui sont intéressés à y souscrire. Voilà. Maintenant, ceux qui ont des comptes dans ces banques-là donnent l'ordre à la banque d'en acquérir pour leur compte. C'est un investissement pour eux. C'est un investissement pour eux. Cela contribue à encourager la bancarisation. Parce que quand tu sais que c'est en passant par les banques que tu peux acquérir le bon de trésor, naturellement tu vas être poussé à aller là. Et ainsi de suite. Ça contribue à formaliser davantage l'économie. Et ça contribue à réduire ce qu'on appelle la préférence du public pour la monnaie fiduciaire.
Maintenant, ça c'est pour les bons du trésor. C'est-à-dire que, puisque le délai est court, les agents économiques, les ménages, ils peuvent attendre. Maintenant, si c'est 3 ans et tu acquiers les obligations de trésor, la question qui se pose, c'est de savoir, en l'absence d'un marché secondaire, il y a le marché primaire. Le marché primaire, c'est le marché sur lequel on émet pour la première fois le titre. Le marché secondaire, c'est un marché sur lequel tu peux aller négocier, vendre, avant même le délai de maturité, quoi. Donc souvent, c'est au niveau des bourses. Maintenant, cette fois-ci, comme ce sont des titres à maturité, à plus longue maturité, ça ne pouvait pas se faire rapidement, quoi. Mais on doit réfléchir prochainement sur comment faire en sorte qu'une partie puisse profiter aux citoyens normaux, déposants, quoi. aux citoyens. Très bien. C'est parfait. On va donc terminer ce deuxième tour avec vous, monsieur Condé. C'est la même question sur les 5 000 milliards. Quelle lecture de spécialistes? Et à la place du gouvernement guinéen, à la place de Moussa Cissé et de tous les acteurs, vous auriez procédé comment? Étant donné qu'il existe toute une ambition de financement aujourd'hui auprès du CNRD. Apparemment, il faut simplement dire que dans une économie, il y a nécessairement des circuits possibles que les acteurs économiques utilisent pour financer l'économie. Vous avez le circuit bancaire, qui est le circuit d'intermédiation. Par exemple, les agents économiques viennent déposer leur argent auprès des banques et les banques les transforment en prêts en faveur des autres agents économiques qui ont un besoin. Mais quand vous vendez les titres sur le marché, on va parler d'économie, n'est-ce pas, de marché financier. D'économie de marché financier. Si l'État ne veut pas financer, n'est-ce pas, son déficit à la lumière, n'est-ce pas, des possibilités qui sont offertes par le système de crédit, alors il va passer par le circuit des marchés financiers en vendant des titres. Voilà ce que l'État a fait simplement. Comme ce n'est pas assez très fréquent en Guinée, on a l'impression que c'est du jamais vu. Sincèrement, ça ne devait pas poser trop de problèmes à vraiment penser à ça. Ça, c'est une première logique. La deuxième logique, il faut d'abord se soucier de ce que l'on va vraiment faire, n'est-ce pas, de cette ressource-là. Sinon, faire c'est la un question décalage de Mohamed Mara aujourd'hui. Faire un décalage, par exemple, du taux, n'est-ce pas, du taux de réserve obligatoire, ça permet à l'ensemble des agents économiques, pas seulement à l'État, par exemple, n'est-ce pas, les collectivités locales, les entreprises et les ménages d'ailleurs, à un taux, n'est-ce pas, de crédit encore plus bas. C'est l'objectif, n'est-ce pas, qui est visé. Pourquoi ce n'est pas une planche à billets? Cet argent-là, ça n'appartient pas à la Banque centrale. Et les autorités qui ont emprunté ce argent sont dans l'obligation, à la fin de l'échéance, n'est-ce pas, de faire retourner cet argent dans les caisses qui appartiennent aux autres banques. Voici la logique simple. D'accord. Voilà, voici la logique simple. D'accord. Maintenant, lorsqu'on dit que la Banque centrale a la latitude, n'est-ce pas, garantie, n'est-ce pas, le paiement au cas où il y aura, n'est-ce pas, des défaillances, par exemple, de la Banque centrale, en ce moment, vient le fait qu'il y a une possibilité, n'est-ce pas, pour la Banque centrale de faire, n'est-ce pas, de corriger, n'est-ce pas, les faiblesses des résultats. Mais attendons d'abord que cela arrive. Et il est dit que lorsque, par exemple, une économie améliore sa gestion en rationalisant, par exemple, les dépenses, et faire en sorte que la qualité des, n'est-ce pas, des recettes qui sont mobilisées s'améliore, vous verrez qu'on peut faire des anticipations même de paiement par rapport à ça. Il n'y a aucun doute que ce paiement-là soit possible. Soucions-nous de la qualité des investissements qui vont être financés et effectivement, encourageons à ce que ces types de financement soient davantage encouragés parce que quand on diversifie les possibilités, n'est-ce pas, de financement, ce n'est pas forcément pour les États, mais ça peut aussi intéresser les entreprises qui sont bien gérés et qui sont capables, n'est-ce pas, de se vendre. Parce que ce n'est pas seulement un fait qui appartient aux États. Et puis, c'est trop fréquent dans la plupart des pays de la sous-région. C'est seulement en Guinée qu'on fait beaucoup de bruit. Parce que simplement, les agents économiques ne sont pas habitués à ce type de structure de financement. Très bien. Monsieur Condé, donc sur la question, Mamadi Condé, hein, sur la question des 5 000 milliards, on va aborder le tout dernier thème. Oui. Jacques, cette fois avec un cas pratique. Un cas pratique. C'est le financement de l'économie, de la production. Si vous voulez, on va partir avec une raffinerie, par exemple. En tout cas, le président Doumbouya avait demandé que ce soit les compagnies minières qui s'en chargent. Je crois que ça ne prospère pas. Si on prenait la décision, l'État guinéen prenait la décision de construire une raffinerie, mais il est en manque d'argent, bien entendu, parce qu'il y a beaucoup de priorités. Pour vous, M. Diallo,
comment il doit procéder pour avoir de l'argent et financer, n'est-ce pas, la construction d'une raffinerie, disons, raffinerie d'or. D'accord. Et on a vu ici sous Lansana Conté, lorsque la Banque mondiale s'est rétractée au dernier moment, qui ne voulait pas accompagner la Guinée pour la mise en valeur du projet de Garafiri, on a vu le président Conté, volontariste, qui a essayé d'utiliser un mécanisme de financement interne en bloquant une partie des salaires des fonctionnaires. Il a trouvé le financement avec bien sûr le concours de certaines banques, vous comprenez, il a réussi à faire le projet. C'est la même chose, on peut utiliser des prises de participation citoyenne. Dans le montage financier, on s'arrange à ce que les grandes gueules et que les Guinéens prennent une partie. Lorsque le montant est mobilisé, en ce moment, on recrute celui qui va faire la raffinerie. C'est comme ça que l'on fait. Vous comprenez? Après, on va dire, oui, il y a une question de devise qui va se poser. Si c'est le cas, comment, sous Alpha Condé, on a réussi à monter ici un projet de 20 milliards d'infrastructures, de 20 milliards de dollars d'infrastructures contre minerais. Aujourd'hui, dans le cadre du monde multipolaire vers lequel nous allons, nous n'avons aucune difficulté à trouver des partenaires qui acceptent de venir nous monter toutes sortes d'usines que nous voulons. Capitaux 100% guinéens contre minerais. On va peut-être dire qu'il n'y a pas, c'est un système de troc, il n'y a pas de simultanéité des besoins. On peut le dire, mais si on avance, on voit que c'est faisable. Aujourd'hui, l'Iran est en train de mettre en place une raffinerie de pétrole au Burkina Faso. Et pourtant, le Burkina Faso est dans une situation difficile parce qu'ils sont dans la zone. Non, l'UMOA. Oui. Ils utilisent le franc CFA. Ils ont des contraintes beaucoup plus difficiles. Mais comme c'est contre le minerai qu'ils vont le faire, il n'y aura aucun problème. La raffinerie de pétrole va se mettre en place. Il y aura la raffinerie de la centrale nucléaire qui va se mettre en place. Ça, c'est avec la Russie. Pourquoi nous, on aurait des difficultés à le faire? C'est-à-dire, tout se passe dans la tête. Je crois que mentalement, il y a des problèmes. Sinon, c'est très facile pour l'État de développer les forces productives à l'interne pour favoriser le développement endogène. Si pas moi, c'était moi, depuis l'arrivée de ces militaires-là, comment j'aurais fait? En 30 secondes. La raffinerie d'or, première, je l'ai fait. La raffinerie de diamant, l'usine de production de tracteurs. Pourquoi pas l'usine d'engrais? Je sais qu'après, il y aura des questions qui vont surgir par rapport aux matières premières. Mais quand on prend un pays comme Singapour, c'est un pays qui est dans la transformation. Là-bas, il n'y a pas de problème. Ils utilisent nos matières premières qui viennent de partout, mais ils sont dans la... Aujourd'hui, ils ont un niveau de vie élevé. Prenons d'autres pays encore. La Chine est passée de 7 raffineries. Très bien. Il y a donc plusieurs exemples. D'aluminium on l'a à 49. Très bien. Ils prennent l'essentiel ici. Très bien. La même question à vous. Supposons une usine, une raffinerie, enfin, aluminium, or, ce que vous voulez. Il n'y a pas de devise, il n'y a pas de ressources financières locales suffisantes, donc qui soient disponibles. Vous voulez éviter que trop d'intérêts viennent tuer le projet, donc ses performances. Vous procédez comment? Bien. L'État a plusieurs leviers pour financer ses projets. Il y a des leviers internes et des leviers externes. On commence par les leviers externes. Les leviers externes, il y en a deux. Lever des fonds de façon bilatérale avec les pays amis sous forme d'appui budgétaire ou avec... je pense que la question n'a pas été totalement claire. Oui. Allons sur l'interne. L'interne. Nous qui sommes si... Comment on le fait à l'interne? À l'interne. Comment on le fait à l'interne? À l'interne, il y a deux leviers. Il y a deux leviers. Il suffit d'abord de faire un appel public à l'épargne. Par exemple, au titre des bons du trésor, les obligations du trésor en est une. On peut faire lever des fonds. Ou, si on n'a aucun moyen, on peut peut-être faire appel au financement bancaire. Mais il faudrait qu'on s'assure, comme on l'a dit, elle n'est pas interdite. Mais le financement bancaire est soumis à un plafonnement, à un Rubicon qu'on ne doit pas dépasser. Sur la planche à billets. Sur la planche à billets. Mais avec la certitude
que le projet est rentable. Parce que là, vous posez tout le problème de la soutenabilité de la dette. Il va falloir que la dette soit soutenable et qui permette de le rembourser. Et ça prend, n'est-ce pas, le niveau de rentabilité, on calcule par rapport au taux d'intérêt. Est-ce que ça peut aller ensemble? Donc la question, c'est dans quoi on va le mettre? Si on veut recourir à la planche à billets, il faut qu'on ait défini, qu'on soit sûr qu'on tient le bon bout. Et dans quel délai? D'accord. C'est ça aussi qui est important. D'accord. Parce que dans le pays, généralement, on prête, mais on ne rembourse pas. Et ça c'est un stock. Actuellement, il y avait plus de 3 000 milliards et quelques de stock de prêts, la Banque centrale, le Trésor. Donc, les grandes gueules. Mais si on remboursait, en fait, l'impôt, la dette c'est quoi? La dette c'est un impôt différé. La dette est un impôt différé. Alors si vous vous endettez et qu'à la rentrée fiscale, l'État doit rembourser au fur et à mesure. C'est l'accumulation là qui est nocive. Donc, c'est pas mal en soi. En soi, je ne suis pas opposé à M. Diallo pour dire qu'on peut des fois faire recours au planche à billets, mais de façon très limitée dans le temps et qu'avec les impôts... Et M. Diallo est bien content. Les impôts, on doit... Non, mais je ne suis pas contre. Alors, vous avez encore 1 minute 30. Je suis pas contre. Vous avez encore 1 minute 30. Actuellement... La planche à billets n'est donc pas si diabolique. Non, c'est pas si diabolique, mais ça dépend là où on met et dans quel délai. Parce qu'il faut absolument que nos impôts nous permettent de rembourser. Parce que la création monétaire... On avance sur la création monétaire, mais quand on rembourse, on détruit la monnaie créée en aval. D'accord. C'est ça. Mais c'est quand maintenant on accumule la dette que ça devient néfaste. Ça, c'est une question de D'accord. Mais gouvernance. quand vous faites tourner la planche à billets, vous savez, le commentaire qui va suivre derrière, mais bon, ça c'est un autre débat. On vient avec vous, Monsieur Keïta, c'est le même sujet, c'est la même question. Okay. Le président a dit... Retenons quand même que sur la question de l'indépendance de la BCRG, ils ne sont vraiment pas d'accord. Voilà, alors, Voilà. Alors le président Doumbouya a dit dès le début, mais pourquoi on ne transforme pas notre bauxite ici? Pourquoi Mais jusque-là, ça ne tourne pas, ça fait 2 ans. Comment vous faites si c'est vous qui tenez les leviers? Oui. Je vais un peu revenir sur la question de comment on choisit d'abord les projets dans lesquels il faut D'accord, projet structurant. Cette question-là a surgi à un moment donné. Vous voyez, dans la dynamique du processus d'élaboration budgétaire, il y a ce qu'on appelle le planning, le programming and the budgeting system de Robert McNamara. C'est que avant d'arriver au budget, il y a une planification déjà. Dans le contexte guinéen actuellement, c'est le TRI, le prix, programme de référence intermédiaire. Ça correspond au planning. Programming, c'est la structuration. Par priorité. Par priorité. Il faut avoir des projets et programmes structurants. C'est-à-dire, quand on prend le Monimba, par exemple, le Mont Simandou. Simandou, voilà. Nimba, oui. Donc, parlant de l'exploitation de ce gisement, donc le programme il va consister à savoir, ok, quels sont les éléments nécessaires qu'il faut. Les grandes gueules. Les rails, la main-d'œuvre, etc. Maintenant, est-ce qu'on a un plan de formation de la main-d'œuvre qui va travailler dans cette entité? Est-ce que le ministère, les différents ministères des institutions d'enseignement là, sont en train de prendre des dispositions pour adapter ou modifier le contenu des programmes afin que les Guinéens puissent être qualifiés pour travailler là-bas? Donc ça, c'est un programme structurant, quoi. Ensuite, maintenant, on vient au budget. D'accord. Le budget va représenter la partie annuelle du programme qui sera élaboré sur 3, 4, 5 pluriannuel. Oui. Il se fait que dans les conditions actuelles, quand tu prends notre prix ne répond pas à ces exigences. Je rappelle que le prix, c'est le programme de référence intermédiaire. D'abord, je ne suis pas sûr que quelqu'un soit là et qu'il puisse me dire le prix s'étend sur quelle période. Parce qu'il y a la contradiction dans le document. Jusqu'en 2025, apparemment. Non, c'est sur quelle période? 3 ans. 3 ans. De quelle période à quelle période? Mais la période pendant laquelle le document était... Non, de quelle année? Pourquoi quelqu'un ne peut pas le dire? C'est-à-dire, si ça finit en 2025 et que c'est pour 3 ans, ça veut dire ça part de 2023, n'est-ce pas? 2023, 2024, 2025. C'est ça, non? C'est ça, justement. Ok. Maintenant, ce document, quand vous lisez l'introduction, vous verrez qu'il est indiqué que les performances économiques de 2022 sont liées, entre autres, à la mise en œuvre du prix.
Le prix qui n'était pas conçu. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Ensuite, il y a un budget pluriannuel sur les 3 prochaines années à partir de 2024 qui a été élaboré, n'est-ce pas? 2024-2026. Maintenant, la partie de 2026 est arrimée à quel document? Parce que le prix finit en 2025. Ouais, il y a plein de contradictions. Il y a des incohérences. Il y a beaucoup d'incohérences dans ce document qui doit servir de boussole. Maintenant, pour revenir à la question de financement... Pour une fois, vous avez bouffé de votre temps. On vous en donne 30 secondes encore pour la question du financement. Oui. Comment je m'y prendrais? Donc, après m'être intéressé à la cohérence de tout ce processus et qu'il soit établi que la mise en œuvre d'une raffinerie est prioritaire. Donc, mais ceux avec qui je partage le plateau, on parlait de plusieurs financements. Je suis d'accord avec ça. On peut aussi faire recours à l'émission des titres publics à l'international. Parce que ça, c'est une possibilité de financement. Dans les années 2015-2016, moi j'étais en Zambie, en mission, le gouvernement zambien avait émis des titres publics pour recueillir 7 milliards de dollars sur le marché international. Mais cela nécessite quand même que l'État soit crédible. L'État soit crédible, qu'il y ait de la confiance. Non, j'en viens. Voilà, mon problème est là, la crédibilité de notre État. Il y a la crédibilité. Très bien. Il y a une souscription à hauteur de 12 milliards de dollars. Oui. Parce que, et ça, c'est un titre obligataire. Le bon de trésor, c'est un titre obligataire. Ça ne donne pas le droit de propriété aux acquéreurs sur l'entreprise qui sera créée. Et on estime que si le projet est rentable, c'est qu'ils vont naturellement investir. Et nous, ça va nous arranger parce qu'on aura fait le calcul entre le niveau de l'efficacité marginale du capital et le taux d'intérêt qu'on va leur payer. Si le projet est intéressant, c'est que l'efficacité marginale du capital est au-delà du taux d'intérêt. Donc finalement, l'industrie va nous revenir au bout d'un certain nombre de temps. Donc, très bien. Merci Monsieur Keïta pour ça. Ça va être le dernier intervenant sur ce sujet, Monsieur Condé. Apparemment, vous allez payer mes unités. Hein? Oui, c'est ça. Il y a un problème très essentiel qu'il faut observer. Dans un genre de projet aussi important, il faut avoir le courage de dire que la volonté politique est essentielle. Mais ce n'est pas suffisant. Allons-y tout droit à l'essentiel. Lorsque vous avez un projet d'une telle envergure, vous allez réfléchir sur un objectif précis, une période précise qui vous permet de mobiliser les ressources. Et en le faisant, vous avez vu, pendant cette année, on a pu augmenter, n'est-ce pas, le budget du ministère de l'Agriculture qui est passé de 700 à presque 2000 milliards. Voilà le secret là. Donc, plus de 100%. Très bien. Donc si vous avez une organisation, une gestion plus rationnelle de vos ressources, vous allez faire, n'est-ce pas, ce plan là d'abord. Mais ça également, ce n'est pas suffisant. Il faut également être capable de pouvoir évaluer avec exactitude le montant de l'investissement que vous voulez réaliser. Et faire en sorte que vous allez déterminer la faisabilité économique, financière, institutionnelle, opérationnelle, n'est-ce pas, de ce financement. Si vous êtes d'accord que tous les investisseurs qui sont prêts à investir dans votre projet pensent que ce projet-là est rentable pour leur argent, ce n'est pas de la folie. Et ils vont vouloir réfléchir sur la façon de pouvoir intervenir, n'est-ce pas, dans votre projet. Mais vous ne pouvez pas aller si vous n'avez pas un élément important sous la main qui vous permet, n'est-ce pas, de convaincre, n'est-ce pas, les acteurs qui sont prêts à vous accompagner. C'est là où rentrent en jeu les banques, les marchés financiers, à travers, par exemple, n'est-ce pas, les institutions qui vous permettent, n'est-ce pas, de vous accompagner. Il n'y a pas de honte pour un État comme, n'est-ce pas, le nôtre, n'est-ce pas, de faire recours à des cabinets internationaux pour l'accompagner dans la mobilisation des ressources. Il n'y a pas de honte à ce niveau-là. Et si on le fait, non seulement on donne de la valeur. Pour vous, pas de planche à billets pour financer la sincèrement, ce n'est vraiment pas nécessaire. Si vous savez les conséquences de la planche à billets, vous n'allez pas trop vraiment tourner autour de ça. Les grands Vous faites de la planche à billets dans un pays où la question de gouvernance s'impose. Les conséquences sont énormes. Ça vous incite à financer, n'est-ce pas, les dettes des États qui sont déjà surendettés. Première conséquence. La deuxième conséquence, vous encouragez à ce que
les ressources qui sont distribuées là, c'est de l'argent facile. Ça va être distribué dans les mains des entreprises qui sont déjà en connivence avec ceux-là qui, n'est-ce pas, distribuent ces ressources-là. Ça, c'est la deuxième conséquence. La troisième conséquence, quand vous faites de la distribution à l'économie, n'est-ce pas, ces montants, on l'a vu aux États-Unis, même en Guinée ici, pendant la période Covid. On l'a vu, on donne 1200, n'est-ce pas, dollars aux citoyens américains, mais pas n'importe qui. Ce sont les citoyens américains qui n'ont pas forcément, n'est-ce pas, de ressources, qui sont un peu vulnérables. Ça leur permet de pouvoir continuer à consommer et enrichir ceux qui sont déjà riches, même en période de crise. Très bien. C'est ça la vérité. Quand vous prenez, pour vous, c'est parce que la gouvernance n'est pas de qualité, c'est pourquoi il faut améliorer la gouvernance pour tirer les ressources internes propres et faire en sorte que la qualité du projet vous invite à pouvoir mobiliser les investisseurs qui veulent investir. Personne ne faut d'investir dans un projet qui ne va rien vous rapporter. Mais si vous êtes convaincu que ce projet va vous rapporter, quel que soit le montant, vous allez vraiment agir. C'est une logique économique très simple. On n'a pas besoin vraiment de trop réfléchir là-dessus. Des avis bien partagés, la question de la planche à billets, avec pas mal de mitigation. La question de la Banque centrale, on n'est pas tout à fait tous d'accord dessus. Et puis, on est quand même tous d'accord sur un facteur, c'est que les projets pour lesquels on mobilise de l'argent doivent être mieux pensés, mieux réfléchis en termes de priorisation pour qu'ils soient qualifiés de structurants. Mohamed Mara, je pense qu'ils vont faire... Absolument. Dernier tour de table. J'ai juste envie de dire ceci. On a là le parfait exemple de cette maxime qui dit que la lumière naît de débat. Nous, avant de nous y engager, on avait pensé frontalement qu'ils seraient opposés, mais on se rend compte que sur l'essentiel, ils sont d'accord. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot en 30 secondes 30 secondes pour chacun de vous. Bon, en 30 secondes, conclure. Si moi, comme je suis un homme politique, si demain je suis porté au pouvoir, je mets fin à l'indépendance de la Banque centrale. Lorsqu'il s'agira de financer le déficit budgétaire, je vais voir, parce que j'ai fait ressortir ici un financement extérieur, comment il génère une bulle. D'accord. Et avec un financement par une disposition interne, comment on peut arriver à réduire cette bulle. Très bien. Faire en sorte Et il mettra... soit de qualité, mais je mettrai l'accent sur la mobilisation des ressources internes et je ferai en sorte qu'il y ait le développement des forces productives pour favoriser un développement endogène, pour enrichir des Guinéens. Et il y aura des secteurs clés de l'économie qui seront protégés. Merci, M. Diallo. Nous sommes pris par le temps. M. Keita. Oui. Votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est que je constate avec regret que la gouvernance actuelle ne s'intéresse pas réellement à la problématique fondamentale en Guinée. Même si, quelque part, probablement le colonel Doumbouya est d'une bonne volonté. En effet, dans les 5 ou 6 dernières années, la problématique fondamentale qui s'est manifestée, c'est que la croissance n'a pas permis de réduire la pauvreté. Pour moi, la transition était une opportunité de changer ce paradigme-là. Et dans les documents dont je vous ai parlé, cette question est complètement absente. Il faut faire en sorte que la croissance réduise le taux de pauvreté, dans le pays. Oui, M. Keita. On dira simplement que la planche à billets n'est pas une solution. Il faut faire en sorte que l'économie soit gérée de façon efficace. Une bonne gouvernance peut suffire et la qualité des ressources qu'il faut faire de manière vertueuse. Mieux gérée, c'est tout. Très bien. M. Guirassy, votre dernier mot. Moi, je voudrais profiter de votre micro pour dire que la transition est une aubaine, qu'on repartit sur de nouvelles bases. Le gouvernement en place doit profiter de cet instant-là pour mettre en place des groupes thématiques, des groupes de réflexion, pour tabler sur l'ensemble de nos secteurs et de supprimer ceux qui ne sont pas pertinents afin de faire des économies. Actuellement, il y a trop de déperdition. L'État doit réduire son train de vie. Il y a encore des niches et encore des leviers qu'on peut actionner pour faire de l'économie. L'État a besoin d'une cure d'amaigrissement. Très bien. L'État a besoin d'avoir une cure d'amaigrissement, de redevenir un peu skinny. On va terminer avec vous. Rapidement, Sidji, les dernières, c'est quoi les votes, c'est qui le mur du jour, tout ça. Alors, encore une fois, il n'y aura pas de mur du jour aujourd'hui. Par contre, on a bien sûr les sondages. La question était lequel parmi nos invités vous a le plus convaincu. Alors, on a le sondage YouTube et Facebook. Alors, sur YouTube, c'est M. Diallo Amadou Mouktar qui est le plus convaincu avec 44%. 38% pour M. Guirassy Abdoulaye, 9% égalité pour messieurs Condé Mamadi et Keita Mamadi
Mamadi Sita. Ensuite, sur Facebook, même question. Lequel parmi nos invités vous a le plus convaincu? 45% pour M. Diallo Amadou Mouktar, 44%, donc c'était très serré pour M. Guirassy Abdoulaye. Ensuite, 6% M. Condé Mamadi et 5% pour M. Keïta Mamadi Sita. Voilà pour les sondages. Très bien, merci Sidji. Merci M. Diallo, M. Keïta, merci. Merci M. Condé, merci M. Guirassy d'être passé chez nous ce matin. Ce sera toujours la porte ouverte pour vous si vous souhaitez nous éclairer davantage sur des questions d'actualité dans le domaine de l'économie. Et c'est aussi une invite pour les autres spécialistes dont nous regorge le territoire guinéen sur pas mal de problématiques. Dans les semaines à venir, ce sera ainsi. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Demain, ce sera Djiba Milimouno que vous retrouverez avec son équipe du Before GG. Lundi, de véritables révélations vous attendent au sujet des Jeux en Guinée. Mohamed Mara, Jacques-Léo Leno et moi-même, nous sommes intéressés à ce sujet-là. Vous entendrez pas mal d'éléments nouveaux sur ces questions-là. Restez en compagnie de nos programmes. Vous le savez, en Guinée comme ailleurs, les meilleurs des programmes, c'est ici. Merci.